ceci est partenaire et parrain dans le cadre du Festival Vue d'Afrique. Donc, en fait, c'est une catégorie qui est consacrée aux films illustrant en fait des initiatives portées par des femmes et des hommes qui luttent au quotidien pour un monde plus égalitaire. Donc, le prix de cette catégorie, donc prix du jury, donc sera attribué par le ceci lors de la cérémonie de clôture du festival, donc le 10 avril, le Festival Vue d'Afrique, le 10 avril à Montréal. Donc, nous sommes donc réunis aujourd'hui dans le cadre des activités de la 38e édition du Festival international de cinéma Vue d'Afrique, qui, comme je vous le disais, a lieu en ce moment. Donc, la thématique de nos échanges du jour, donc, sont vraiment des thématiques qui tiennent énormément à cœur au Festival Vue d'Afrique et au ceci qui intervient au quotidien sur ces thématiques à travers le monde, que sont droit, diversité et inclusion. D'accord ? Et donc, on va avoir aujourd'hui un focus particulier sur le Bénin, avec deux intervenantes qui nous viennent du Bénin. Le Bénin qui prend une belle place d'ailleurs au Festival Vue d'Afrique. On a eu l'occasion de faire déjà des webinaires avec le ceci, avec la réalisatrice Kispat Bagheri qui avait présenté le film Sourou au Festival Vue d'Afrique. Donc on est ravis de poursuivre nos échanges dans le cadre de ce beau pays dans lequel on constate vraiment beaucoup d'actions de terrain. Donc là, je vais vous présenter nos deux invités du jour. Je vais commencer par Cornelia Gleglé, donc d'origine béninoise à 24 ans. Cornelia porte déjà plusieurs casquettes, Cornelia. Donc cinéaste, militante féministe. Elle est membre du réseau des jeunes féministes d'Afrique de l'Ouest et de l'association Écran Bénin. Donc blogueuse cinéma, Cornelia a également réalisé 3 courts-métrages documentaires en 2019. Elle crée le premier festival international des films de femmes de Cotonou qui se tient tous les 2 ans donc dans la capitale économique du Bénin. Elle est réalisatrice et elle a également signé les documentaires Les Tam Tam du silence et Blanc, Noir et Heureux dédiés aux enfants albinos. Donc, passionnée de 7e art, Cornelia se montre très consciente du pouvoir du cinéma pour véhiculer des messages et conduire peu à peu à des changements dans la société le plus profond possible. D'ailleurs, je vais la citer, elle nous disait qu'on remarque beaucoup que des petites filles, que beaucoup de petits garçons copient ce qu'ils voient dans les films. Donc nous, en tant que cinéastes, on se dit, est-ce que la violence ne s'apprend pas justement dans les films parce que les petits garçons, parfois, apprennent à tirer avec des pistolets, apprennent à frapper dans les films. On a envie de regarder comment le cinéma aborde cette question-là, quelles sont les conséquences sur la société et comment le cinéma devrait aborder cette question-là. Donc, bonjour Cornelia, comment vas-tu ? On va mettre ton micro, certainement. C'est bon, j'ai allumé mon micro. Parfait. C'est un plaisir de te recevoir avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Bonjour Dédié et bonjour tout le monde. Parfait. Merci beaucoup. Alors, je vais poursuivre. Je vais présenter maintenant Mme Aïchatou Ibrahim. Donc, Mme Aïchatou Ibrahim est féministe, elle est passionnée et engagée pour l'égalité de genre et du droit, notamment le droit des femmes. Donc, Mme Aïchatou est détentrice d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en droit et politique de santé de l'Université de Sherbrooke au Québec. Elle a accumulé plusieurs années d'expérience en développement international en matière de justice, de genre, d'inclusion sociale, de leadership féminin et de lutte contre les violences basées sur les genres au Bénin notamment, mais aussi au Niger, au Burkina Faso, avec divers organismes comme Oxfam, CARE, et aujourd'hui, elle intervient dans le cadre du ceci. Donc, durant ces différents mandats, elle a appuyé des organismes de défense des droits des femmes dans des plaidoyers, dans le développement de partenariats avec les institutions étatiques, des partenariats techniques et financiers, et des organisations de la société civile. Donc actuellement, Mme Ibrahim est conseillère genre et inclusion sociale auprès du réseau ouest-africain de jeunes femmes leaders, donc en sigle ROIGELFA, et qui est d'ailleurs partenaire de ceci au Bénin. D'accord ? Donc, bonjour Mme Aïchatou, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour. C'est un plaisir aussi. Donc, quelles sont les nouvelles au Bénin? Il fait beau au Bénin, il a plu. Bon, donc ça va. Excellent. Nous, ici, on sort un petit peu de la neige, donc on est content également. Donc, juste pour rappeler que cette activité est réalisée dans le cadre donc, des activités d'engagement du public du programme de coopération volontaire de ceci et qui bénéficie du soutien financier du gouvernement du Canada par l'entremise d'Affaires mondiales Canada. Donc, durant tous nos échanges, nous avons vraiment invité à toutes les personnes qui nous suivent sur Facebook de nous poser des questions
également nos amis qui sont sur le Zoom, de ne pas hésiter à nous poser des questions, car on aime beaucoup les interactions et ça nous permet beaucoup de nous enrichir. Alors, je vais commencer par une toute première question adressée à vous, Aïchatou. Je voudrais savoir un petit peu, est-ce que vous pourriez nous parler déjà avant tout de votre parcours professionnel et personnel? Ok, merci Déby. Donc, merci de nous donner cette opportunité de dire le travail qu'on fait au quotidien sur le terrain. Donc, je me présente, je suis Madame Ibrahim Aïchatou. Je suis présentement conseillère en genre et inclusion sociale au niveau de ROAGEF, Réseau Ouest africain des jeunes femmes leaders, et un partenaire du CCI au Bénin. Donc, je suis passionnée, comme Déby l'a dit, par tout ce qui est question de justice entre les femmes et les hommes, particulièrement le droit des femmes. Et j'ai une expérience de plus de 10 ans dans la coopération. Donc, je me suis engagée après mon diplôme d'études spécialisées en droit et politique de santé dans la coopération avec un premier mandat au Burkina Faso, où j'ai accompagné plusieurs partenaires locaux dans des thématiques comme de plaidoyer étatique au niveau de création des lycées agricoles avec un partenaire du CECI qui s'appelle le FNJPAF, la Fédération des jeunes professionnels agricoles du Faso. Et j'ai également contribué au développement vraiment du système de marché inclusif au profit des femmes et des filles au niveau du Bénin, toujours dans le cadre de mon mandat avec l'EIMC, et le plaidoyer toujours avec d'autres organisations pour la prise en compte des jeunes et des femmes dans l'entrepreneuriat. Et notre mandat, c'est avec l'EIMC, qui est vraiment Entraide Universitaire Mondiale du Canada, qui est financé par AMC. Donc, le projet que j'appuyais, c'était le projet PASME, un projet d'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Donc, mon rôle a été de contribuer à la stratégie jeunesse pour l'engagement des jeunes filles, surtout les adolescentes, donc en santé communautaire au niveau du PASME. Donc, après cette expérience au Burkina Faso, je me suis retrouvée au Bénin où j'ai appuyé des organisations partenaires à travers mon mandat avec Oxfam Québec en tant que conseillère en justice en égalité hommes-femmes, où j'ai appuyé aussi les partenaires dans des thématiques de violences basées sur le genre. On a eu à mener plusieurs campagnes à ce niveau-là. On a eu à faire des plaidoyers aussi pour l'accès au foncier rural des femmes. Donc, mon rôle était vraiment de m'assurer de l'intégration transversale du genre à ce niveau-là avec les organisations partenaires tout en appuyant le bureau de pays en collaboration aussi avec les partenaires étatiques et les partenaires techniques financiers. Donc, après ce mandat, j'ai eu le plaisir aussi de servir au Niger. Après la pandémie, on a fait le choix quand même, la pandémie du COVID-19 nous a trouvés ici au Bénin en plein et on a fait le choix de rester. Et par chance, on a eu des mandats au Niger, là où j'ai eu la chance de travailler avec quelques que vous avez mentionnés, pour accompagner les jeunes organisations de filles dans des stratégies de plaidoyer pour la lutte contre le mariage des filles, en tout cas les mariages précoces et forcés. Donc, et accompagner aussi les organisations de femmes, surtout le mouvement MMD, qui est un grand mouvement de femmes au Niger, d'autonomisation économique des femmes, dont la stratégie même a été adoptée comme une stratégie nationale d'autonomisation économique au niveau du gouvernement, donc au niveau national. Ça a été adopté comme une stratégie d'autonomisation économique des femmes, ce qui est vraiment une grande avancée pour le genre. Donc, c'est inspirant pour ces femmes qui se sont battues pour avoir ce positionnement. Donc, mon rôle était vraiment d'accompagner aussi ces jeunes organisations et ces groupements de femmes à être une force de la société civile pour la défense des droits des femmes et des filles. Donc, après ce mandat-là, je me suis retrouvée encore au Bénin avec le CECI, où je suis conseillère en genre et inclusion avec le ROAGEF. Donc, à ce niveau-là, mon rôle, c'est vraiment d'assurer aussi la prise en compte des personnes marginalisées pour qu'on puisse les inclure dans toutes les activités qu'on fait ici au niveau du Bénin. Excellent, merci beaucoup, merci beaucoup. Ben, on va pouvoir justement vous pouvoir nous partager justement ce que vous voyez sur le terrain. Je reviens à vous, Aïchatou. J'ai posé la question à Cornélia. Cornélia, donc on voit que tu réalisatrice, blogueuse cinéma, organisatrice d'un événement. Alors déjà, je voudrais savoir,
comment justement, en tant que jeune femme au Bénin, vous êtes entrée donc, dans cet univers qui est le cinéma et curieux de savoir quelle a été justement la réaction quand vous êtes entrée dans ce milieu, quelle a été la réaction de votre entourage, et qu'est-ce que ça a pu susciter le fait qu'une jeune femme décide d'entrer dans ce milieu-là et notamment d'en faire des événements puis s'en servir comme outil de transformation. Sur Cornelia, j'ai l'impression que Cornelia est un petit peu plus d'accord. Ok, on va revenir sur elle. Aïchatou, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu quelles sont les différentes réalités que vous voyez sur le terrain qui limitent justement l'égalité, notamment et qui limitent l'égalité auxquelles les femmes ont droit normalement. Voilà des exemples de réalités que vous voyez sur le terrain et en quoi peut-être l'approche de ceci euh, peut contribuer à des transformations. OK, il faut reconnaître que le contexte béninois, à l'instar de plusieurs contextes en Afrique de l'Ouest, c'est un système patriarcal qui est marqué par les inégalités de genre. Et ces inégalités, c'est vraiment des enjeux réels. Et les enjeux à ce niveau-là, c'est la faible représentativité des femmes au niveau des instances de prise de décision. Au Bénin, en tout cas, cette représentativité, à ce que je sache, ne dépasse pas les 30%. Okay. À cela s'ajoute, malgré quand même la ferme volonté politique, à cela s'ajoutent les violences basées sur le genre. Quand je parle de violences basées sur le genre, les statistiques, en tout cas les dernières statistiques en 2016, ça donne en tout cas environ deux tiers des violences basées sur le genre sont des violences faites aux femmes et aux filles. Donc, ces violences faites aux femmes et aussi, on peut citer les violences, en tout cas qui concernent l'accaparement des terres pour les femmes. Donc, il y a un inégal accès à la terre. À ce niveau-là, on peut quand même dire qu'il y a eu des avancées avec l'adoption du Code de la famille en 2004, en ce qui concerne vraiment en ce qui concerne tout ce qui est matière de succession à ce niveau. C'est une quand même avancée qu'on doit saluer. De la même manière, au niveau de la violence basée sur le genre, même si ça existe et qu'il y en a beaucoup envers les femmes et les filles, et il y a une quand même ferme volonté politique que je tiens à souligner ici avec une récente mise en place d'un institut pour la femme pour venir prendre vraiment en compte les victimes, la prise en compte des victimes basées sur des femmes victimes de violences basées sur le genre. Et à ce niveau, ce qu'on doit noter, c'est vraiment le volet de prise en charge psychologique. C'est une insuffisance notoire en tout cas dans les politiques antérieures. Okay. Excellent, excellent, merci beaucoup. Alors là, on a pu dresser un petit peu un tableau de la réalité et on est heureux de voir une jeune femme comme Cornelia, tellement active, tant dans son art que dans les événements et de la mobilisation qu'elle fait auprès de la société. Donc, on peut forcément s'imaginer que tout ce travail porte ses fruits. Cornelia, je voulais savoir un petit peu comment vous êtes rentrée dans le domaine du cinéma et c'était quoi les réactions que ça a suscité un peu dans l'entourage, dans la famille, le fait de dire je rentre dans le cinéma et je vais m'en servir pour porter haut la voix des femmes. Bonsoir tout le monde. Déjà, je tiens à m'excuser parce que ma connexion Internet n'est pas terrible et j'ai un petit palu. D'habitude, je suis beaucoup plus vite que ça, mais là, j'ai un palu, donc je suis assez fatiguée. Donc, je vous présente mes excuses avant de commencer. Donc, comment je suis venue dans le cinéma, c'est un hasard plutôt. Moi, à la base, je ne voulais pas du tout faire du cinéma, je ne connaissais pas. Et j'ai fait une licence en journalisme. Mais avant la licence, j'ai passé un test et le test à une école de cinéma, une école de journalisme. Et moi, je passais le test pour l'école de journalisme. Donc, après mon test, on m'a dit, on pense que c'est mieux que tu fasses du cinéma, tu n'as pas vraiment ta place en journalisme. Moi, je lui ai dit, mais vous n'avez pas à me dire ce que je veux faire, moi, je veux faire du journalisme. Donc, j'ai passé ma licence, j'ai commencé à travailler comme journaliste et je n'étais pas heureuse. Et je me suis dit, bah, je retourne faire le cinéma qu'on m'a demandé de faire à l'époque, en fait. Et j'ai fait du cinéma. Je pense que cette personne qui m'a fait le test ce jour-là, il a vu quelque chose que je n'avais pas vu. Donc, est-ce que ça a été compliqué de devenir cinéaste au Bénin? Je pense que partout dans le monde, quand on a une femme et qu'on veut être cinéaste, c'est compliqué.
parce que c'est d'abord un milieu très masculin. C'est sur les plateaux de tournage, parfois je suis la seule femme. Parfois, on est deux. J'ai jamais vu un plateau de tournage où il y a plus de femmes que d'hommes. Ça n'existe pas, je pense. C'est tout dans les hommes qui sont nombreux. Et quand on est réalisatrice, on est chef de poste. C'est nous qui commandons toutes les autres personnes. Donc, et moi, comme je ne suis pas très grande de taille, je pense que dans le Zoom, j'ai l'impression d'être très grande là. Mais en vrai, je ne suis pas grande. Je fais 1m55. Donc, quand moi j'arrive et que je dis au directeur photo, fais ci, fais ça, il se demande c'est qui cette gamine qui est en train de tourner. C'est une femme, c'est une enfant, elle se prend pour qui? Donc, oui, au début, c'était un peu compliqué, mais bon. Après, quand je commence un tournage, c'est la préparation. Je leur rappelle que le chef, c'est quand même moi. Et que quand quelqu'un accepte de travailler sur mon projet, il accepte d'être sous mes ordres. Donc, ça passe plus facilement. Alors, je suis curieux de savoir quelle place prend la place de la cinéaste et de la militante dans vos actions. Alors, justement, je voudrais savoir comment vous arrivez à aborder les enjeux des droits, de la diversité, de l'inclusion des différentes profils de gens dans la société qui peuvent être discriminés, notamment les femmes et les jeunes filles. Voilà, comment ça s'inscrit dans votre travail de cinéaste? Moi, ce que je fais là aujourd'hui, donc comment je combine mon rôle de militante et mon job de cinéaste, ben, c'est en faisant un festival de films de femmes. Là, je n'ai pas encore, j'ai pas encore produit ou réalisé des films qui abordent les sujets que je défends, mais bon, c'est la prochaine étape que je dois atteindre dans ma carrière. Mais en attendant, parce que fabriquer un film, c'est quand même très complexe en Afrique, quel que soit le sujet que le film il va aborder. Mais en attendant, là, je fais un festival de films de femmes. Donc, c'est un festival exclusivement réalisé aux productions réalisées par des femmes. Donc, c'est pas que le public doit être seulement féminin, c'est un public mixte, mais qui regarde des films faits par des femmes. Donc, moi, je ne fais pas encore des films militants, mais je prends des films militants réalisés par des femmes que je montre à un public. Et comme tu l'as dit au début, moi, je dis que la télévision éduque, le cinéma éduque. Donc, c'est important pour moi de montrer à ma population, aux gens de mon pays, des films qui véhiculent des messages justes, des films qui parlent d'égalité, des films qui parlent d'autonomisation des femmes, des films qui n'ont pas peur d'aborder les questions de violence faites aux filles et aux femmes. Excellent, excellent, excellent. Aïchatou, alors, je suis curieux de savoir qu'est-ce que ça vous inspire, parce que lorsque vous avez décrit votre parcours depuis le début, un impressionnant parcours, vous n'avez eu de cesse que de vous engager justement pour permettre à ces jeunes filles de ne plus avoir à se poser des questions et juste s'exprimer et faire ce qu'elles sont. Alors, lorsqu'on voit Cornelia, même si elle nous dit qu'elle n'est pas très en forme, on sent beaucoup d'énergie. Alors, qu'est-ce que déjà ça vous inspire de voir une jeune femme comme Cornelia qui s'implique en utilisant la création, notamment le cinéma, pour contribuer à certaines transformations dans la société que vous aussi tentez d'avoir avec une approche plus technique? Oui, je suis vraiment très contente de voir des jeunes filles comme Cornelia engagées pour la cause, en tout cas, des droits des femmes et des filles. Et quand on sait que quand on est jeune et qu'on s'engage à faire une activité, des fois, nos idées ne sont pas les bienvenues parce qu'on pense qu'on a un manque d'expérience. Et bon, c'est toujours des stéréotypes, des clichés qui sont autour de la jeunesse, alors que la jeunesse, c'est vraiment avec cette jeunesse-là qu'on doit composer pour arriver à des objectifs de développement durable. Et nous, en tout cas, à travers mes expériences, la lutte qu'on mène, on a mis les jeunes au centre. Au CECI aussi, c'est les femmes et les jeunes qui sont au centre de toutes les activités qu'on mène. Parce que c'est vraiment, c'est l'avenir, c'est la jeune génération, surtout d'activistes qui sont là engagés pour la cause, pour leur propre cause. Donc, ce qu'on a fait, nous, comme stratégie, c'est de mettre même d'ailleurs les filles au devant pour faire des plaidoyers. Quand je prends le plaidoyer qu'on a fait au niveau de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, surtout le mariage précoce, c'est des filles qu'on a mis au devant pour faire du plaidoyer, pour défendre leur propre cause. Donc, ça, c'est quelque chose d'innovant et qui va leur permettre aussi de s'exprimer, de prendre la parole en public et de pouvoir s'exprimer.
Donc, l'art aussi, c'est un moyen par lequel on arrive à sensibiliser le grand public et on a eu à l'utiliser dans la grande campagne internationale qu'on a fait de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles et qui a porté ses fruits. Donc, on a utilisé l'art comme moyen de sensibilisation auprès de la communauté pour la transformation des normes sociales néfastes qui perpétuent les violences faites aux femmes et aux filles. Donc, les filles, les jeunes filles surtout, sont vraiment des leviers sur lesquels on doit s'appuyer pour lutter contre les violences basées sur les genres, en particulier les violences faites aux femmes et aux filles. Excellent, excellent, excellent. Effectivement, dans le cadre du Festival Vue d'Afrique, on a vu la participation de Kismat Bagheri, qui est béninoise aussi, qui avait présenté le film Sourou, qui présentait le parcours d'une jeune fille employée de maison. Et on voyait vraiment les réalités vraiment de classe sociale, mais aussi de la manière dont la société a tendance à minimiser les droits de ces jeunes femmes qui ont malheureusement qui vivent vraiment des situations difficiles. Alors, je vais poser une question, Cornelia. Vous avez fait le film qui traite justement de la question des personnes albinos, mais il semblerait que vous l'avez fait pour montrer une image positive et pas forcément montrer ce dont souffriraient ces personnes marginalisées dans la société. Alors, justement, c'était quoi l'approche? C'était quoi l'envie que vous aviez en montrant ce public-là marginalisé de manière plutôt positive que de décrire ce dont ils souffrent dans la société, Cornelia? Alors, c'est moi. Le micro, le micro. Oui, oui c'est bon. Vous savez, quand on regarde des spectacles d'humour, on remarque que les humoristes, ils utilisent des sujets qui fâchent, des sujets qui blessent, et ils en font des choses drôles. Ce n'est pas forcément pour se moquer, mais c'est une façon de sensibiliser. Donc, ils utilisent de la joie. Et moi, je me dis, cette approche-là, je la préfère plutôt que de parler de trucs qui sont tristes. Donc, dans mon film Blanc, Noir et Heureux, ce que je voulais que les gens retiennent, c'est que les albinos sont des personnes comme toi et moi. On a juste la mélanine qu'ils n'ont pas, mais ça ne fait pas d'eux des personnes à tuer ou des personnes qui, quand on fait un sacrifice avec, nous rend riches. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais dans des villages où des parents ont perdu leurs enfants pour qu'ils témoignent et pour qu'ils pleurent devant la caméra? Je me suis dit, non, ça, c'est ce que les gens font et ce que les gens vont retenir, alors que ce n'est pas ce que je veux vendre comme message, c'est qu'on peut les tuer. Parce que quand ils vont voir des personnes qui disent, on a tué mon enfant parce qu'on voulait faire de l'argent avec, les gens vont se dire, oh bon, donc c'est faisable, donc ça se fait. Donc, et moi, je ne voulais pas véhiculer ça comme message, je voulais plutôt montrer un truc plutôt positif avec des albinos qui, eux, ils ont fait carrière, ils ont réussi, ils sont devenus des cadres, etc. Donc, dans mon film, je suis notamment un rappeur et une animatrice télé qui est célèbre au Bénin. Et eux, ils racontent leur quotidien, comment leur famille les a soutenus pour qu'ils ne tombent pas dans la dépression, comment leurs amis ont été des forces pour eux. Et là, je me dis, quand quelqu'un va voir mon film, en fait, ce qu'il va retenir, c'est un message d'espoir. C'est se dire, si j'ai un copain qui est albinos, je dois me rendre compte que s'il y a beaucoup de soleil, je dois lui donner un chapeau, je dois l'aider à fourrer sa tête, plutôt que de se dire, ah tiens, je peux le tuer pour devenir beaucoup plus riche. Donc ça, c'est la démarche que moi, j'utilise. Même dans mon dernier film, j'ai tourné avec Soul Banks, qui est un artiste guinéen qui est super riche dans son pays, en Guinée. Il a une très grande maison. Et là, il a eu l'opportunité de partir en France en 2007 ou 2008. Et il a refusé, il a préféré se construire dans son pays. Donc, moi, je tourne avec Soul Bank. Je lui dis, écoute, tous les jeunes Africains rêvent d'Europe, rêvent d'Amérique, parce que toi, tu ne pars pas de ton pays. Et lui, il me raconte, non, on a tout ici pour réussir, on peut rester en Afrique pour réussir, c'est notre devoir de construire le continent, etc. Donc, pour moi, c'est important, c'est ce genre de message que les jeunes Africains doivent suivre, c'est se dire, on a un continent à construire, on a du potentiel ici, on n'a pas besoin d'aller mourir bêtement dans l'océan, etc. Voilà. Magnifique, magnifique, merci beaucoup, merci beaucoup. Je vois les yeux d'Aïcha tout de fierté qui brillent. Oui,
Oui, quand elle parle d'approche, c'est vraiment des approches privilégiées aussi par les CCI, l'approche autant transversale de travailler avec les organisations locales et aussi des approches spécifiques pour travailler avec des organisations exclusivement féminines ou des organisations qui travaillent avec des personnes qui vivent vraiment avec des handicaps, donc des personnes qui vivent avec des particularités vraiment qui sont des particularités assez croisées, donc de discrimination. C'est ces personnes-là qu'on doit mettre en avant, en tout cas ces personnes qu'on met en avant pour montrer qu'elles ont du potentiel carrément. Et au CCI, c'est ce qu'on fait. On a travaillé avec des associations de personnes vivant avec handicap, donc pour faire on fait du renforcement de capacité et on les met en avant pour montrer leur talent, leur potentiel. C'est des personnes avec des droits et des droits qu'on doit protéger. Ce n'est pas des personnes qu'on doit mettre à l'écart et on doit vraiment promouvoir ces personnes de la façon la plus positive qu'elle soit, comme le dit Cornelia. Donc, c'est vraiment la meilleure façon d'inclure ces personnes qui sont marginalisées. Donc, on est vraiment sur la notion d'inclusion. Est-ce que justement, là, on a parlé des personnes qui vivent avec des situations de handicap. D'ailleurs, je ne sais même pas si, je ne pense pas qu'ils Cornelia, je ne pense pas que les personnes que dans ton film peut-être se considèrent comme handicapées, mais bon, exactement. Je voudrais savoir, Aïchatou, est-ce que dans le cadre de votre travail, quel autre public vous avez eu avec lequel vous avez eu à travailler? Vous avez parlé des femmes en milieu rural qui sont dépossédées de leurs terres. C'est quoi d'autres situations? Là, on a parlé des personnes qui vivent en situation de handicap. C'est quel autre type de situation dans la société dans laquelle vous avez eu à intervenir? Okay, merci. Donc, je reviens d'abord pour Cornelia, quand elle parle de personnes à albinos, c'est vraiment des personnes avec des déviances particuliers, c'est une diversité de population aussi avec laquelle on doit composer. Ce n'est pas un handicap, mais c'est des personnes aussi avec, comment on appelle ça, différentes, avec lesquelles, comme je dis, on doit composer. Donc là, c'est une précision. Mais dans mon travail, moi, j'ai eu à travailler avec des personnes et pas forcément avec handicap, mais avec des jeunes filles qui sont exclues des fois du système de santé parce qu'elles sont stigmatisées, parce que c'est des jeunes filles qui sont des filles mères et c'est mal vu dans la société quand on est une fille mère et de ce quoi, quand elles fréquentent les systèmes de santé, c'est des filles qui sont mal accueillies donc, et qui hésitent de ce fait à vraiment fréquenter les systèmes de soins. Donc, on a travaillé vraiment à les inclure et avoir leur engagement pour pouvoir avoir une approche plus inclusive au niveau du système de santé. Donc, à travers de mes expériences aussi, des femmes sont exclues, c'est surtout des femmes rurales, en majorité rurales, qui sont au Bénin, et elles sont exclues vraiment de tout ce qui est processus décisionnel, donc en matière de succession. Elles n'ont pas droit, comme je disais, à la terre. Dans le cadre d'un projet qu'on a eu ici au Bénin, avec l'appui d'un partenaire, WANEP, on a eu à sensibiliser, à avoir une sensibilisation de proximité auprès des leaders traditionnels qui sont les garants vraiment de ces normes-là, les leaders religieux, pour qu'ils puissent embarquer dans notre cause, les sensibiliser, pour qu'eux-mêmes puissent sensibiliser leurs pairs. Et ce qui a été fait, on a eu quand même à les convaincre. Donc, dans ces genres d'intervention, c'est quand même des sujets assez sensibles. Hein, quand on parle des inégalités, même si c'est au niveau de l'accès à la terre, c'est des sujets qui sont assez sensibles. Et tant qu'on ne trouve pas de stratégie de contournement pour aborder ces sujets, des fois, on n'aura pas les résultats escomptés. Donc, dans notre cas, on a eu à affronter vraiment cette problématique avec une stratégie de contournement qui est celle vraiment de la sécurité alimentaire. Donc, on leur expliquait que la femme, en ayant accès à la terre, c'est pour le bien de la famille parce qu'elle peut aider vraiment à subvenir aux besoins de sa propre famille. Donc, ça a convaincu beaucoup de résistants et ils ont pu quand même embarquer pour la cause les leaders religieux qui ont fait des témoignages et qui ont sensibilisé par la suite leurs confrères. Il en est de même pour les femmes qui ont été formées dans le cadre de ces projets-là, qui ont été des femmes leaders, des femmes pionnières, qui sont même des fois des élus de leur localité et qui donnent l'exemple, qui prennent aussi la défense des autres femmes pour qu'elles puissent accéder, pour rentrer dans leurs droits, pour accéder aux terres.
Donc, Absolument. il y a tellement de sujets tabous comme ça qu'on peut aborder, mais en tout cas de façon vraiment stratégique, en trouvant des stratégies de contournement pour ne pas heurter la sensibilité sur le terrain. Effectivement, effectivement. Alors, on a une question du public, de Marie-Brigitte Doucouzet, qui nous demande, en fait, selon vous, quel est le rôle que jouent les hommes dans ces thématiques de droit, d'autonomisation des femmes, dans le cadre du combat que vous menez? Alors, je vais poser la question à Cornélia en premier, justement. Alors, en quoi, tu avais parlé, Cornélia, justement, du fait que dans l'éducation populaire à travers les films, il y a certains comportements qui sont mal répétés. Selon toi, quel rôle jouent ou devraient jouer les hommes pour contribuer à ces transformations dans la société? Pour moi, les hommes doivent travailler avec les femmes. Moi, dans mon équipe, on est une dizaine et je pense on a 3 hommes. On a 3 hommes dans l'équipe du festival et c'est 3 hommes qui sont venus tout seuls. Okay. Moi, je suis allée vers une seule personne et les 2 autres sont venus tout seuls en disant on veut vous aider, on veut travailler avec vous. Donc, je pense que ça devrait être ça la démarche des hommes. Ici, quand les hommes entendent je suis féministe, ils se disent ah voilà, c'est notre ennemi, ça, c'est la bête à abattre, non, on la déteste, elle veut nous enlever nos privilèges. Donc, c'est ça en fait. Quand ils entendent féministe, ils pensent qu'on veut leur arracher leurs privilèges. C'est pas faux, mais c'est pas totalement vrai parce que le féminisme, ça arrange aussi un peu les hommes quand on dit qu'il faut partager, il faut faire 50-50 pour les dépenses, ben ça va, ils auront plus d'argent là, ça marche. dans leur poche. Donc, je pense que les hommes doivent accompagner cela parce que pour moi, c'est vraiment les inégalités qui freinent beaucoup plus le développement de l'Afrique. Vous voyez, quand une femme doit travailler la terre, une terre qui ne lui appartient pas, et à la fin va prendre 10 000 francs, je pense, ça fait quoi? Ça fait $5 ou ça fait, non, je sais pas, ça fait $10 ou je sais pas, je suis pas très bonne en maths, je pense que tout le monde vient de remarquer ça. Mais quand elle doit avoir cet argent-là, après avoir travaillé des jours, comment est-ce qu'elle doit nourrir des enfants avec? Parce qu'en Afrique, oui, c'est les femmes qui nourrissent les enfants. Donc, comment est-ce qu'elle nourrit les enfants avec? Comment est-ce qu'elle envoie les enfants à l'école? Comment est-ce qu'elle soigne les enfants? C'est beaucoup pour une seule personne. Évidemment, l'éducation est bâclée. Ils vont grandir, vont devenir des adultes qui ne sont pas bien éduqués. Donc, ce n'est pas eux qui vont construire un pays plus tard. Donc, moi, je pense que et les hommes et les femmes, on doit tous travailler main dans la main, comme on le dit, pour réduire les inégalités hommes et femmes. Ça passe aussi par le cinéma. Donc, les hommes peuvent faire des films, mais des films engagés, des films qui traitent des thématiques d'égalité du genre, qui traitent des violences. Il y en a qui le font, hein, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça nous arrangerait qu'il y ait plus d'hommes engagés. Voilà. Est-ce que tu pourrais en citer quelques-uns afin que est-ce qu'il y a des hommes dans ton milieu que tu pourrais citer pour qu'on puisse les suivre et puis justement les encourager et encourager les autres? Tu pourras peut-être nous écrire ça. Tu pourras peut-être nous écrire ça. En fait, là, quand je dis qu'il y a quelques hommes qui font des films engagés, là j'ai commencé à réfléchir en me disant les films africains que j'ai vus, en fait, c'est quoi les films africains qui sont engagés, faits par des hommes? Il faut vraiment que je réfléchisse pour sortir des noms parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Bon, ben, on va en trouver. Aïchatou, on parle beaucoup justement de la notion de masculinité positive. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu des situations dans lesquelles, sur le terrain, vous avez vu que ça avait un impact, que vous avez réussi à transformer vous avez parlé des leaders religieux tout à l'heure. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça, mettre en œuvre une masculinité positive? Oui, ça fait partie parce que quand on parle de masculinité positive, il faut le voir en termes de côté positif que l'homme a naturellement, qu'on doit aller puiser pour impacter vraiment de façon positive et les actions qu'on aura à mener sur le terrain. Donc, naturellement, je le crois, l'homme est naturellement bon, mais c'est le système dans lequel il évolue, le système patriarcal, qui fait en sorte qu'il manifeste ses caractères de masculinité toxique, entre guillemets, si je peux le dire, et qui fait qu'il y ait ces violences faites aux femmes et aux filles. Donc, les hommes engagés, c'est des hommes engagés vraiment,
et qui doivent être des alliés pour les femmes. C'est des hommes qu'on a besoin, qui peuvent être des modèles pour le soutien, pour la cause des femmes, pour que l'égalité de genre soit une réalité. Donc, c'est vraiment ça le concept de masculinité positive pour qu'on voit et pour mettre en avant des hommes modèles, en tout cas avec les côtés positifs qu'ils ont de la masculinité pour être des modèles pour la société, pour la cause des femmes. Excellent. Aïchatou, je me demandais, est-ce que sur le terrain, dans le cadre de vos différentes actions, vous avez déjà été témoin de certaines situations, certaines scènes, etc., pour lesquelles vous êtes dit, ça là, si vous pouvez avoir ça dans un film que Cornélia réaliserait, ça pourrait euh, informer les gens, sensibiliser les gens, motiver les gens, etc. Est-ce que vous avez déjà vu des situations comme ça que vous avez dit, ah, Aïchatou? Bon, c'est des situations de violence faites aux femmes et aux filles qui sont là au quotidien, dont on ne parle pas, et justement parce qu'il y a c'est tout ce système-là qui protège les hommes, hein, qui sont les principaux, je m'excuse de le dire, mais malheureusement, ce sont les principaux auteurs de ces violences faites aux femmes et aux filles. Donc, c'est vraiment les situations que je dirais, c'est vraiment des violences basées sur le genre, et comme Cornélia a eu à le dire, c'est des modèles, hein, qu'on reproduit, des modèles qu'on a vus à l'enfance, et en grandissant, on le reproduit dans la société. Donc, parce que c'est par imitation que l'enfant apprend. Et d'où l'importance de faire du cinéma vraiment un véhicule de comportement bon pour que les enfants apprennent via les médias des bons comportements. Et malheureusement, ces comportements, ça commence dès la cellule familiale, et c'est ça qu'on transpose de soi, même au niveau institutionnel. Et c'est d'où l'importance de travailler sur les normes sociales et pour, en tout cas, faire en sorte que ces violences faites aux femmes et aux filles diminuent. Donc, c'est vraiment un travail de changement de mentalité, et c'est un travail qu'on doit faire ensemble. C'est une responsabilité partagée, non seulement au niveau entre la communauté et l'État aussi, par l'application des lois et la mise en place des politiques. Donc, alors justement, vous parlez de l'État. Je voudrais savoir, et là, je pose la question à Cornélia de manière totalement candide. Vous organisez un festival, vous avez forcément besoin de moyens, etc. Comment est vu, c'est quoi les réactions des pouvoirs publics, peut-être des sociétés, de potentiels sponsors privés dans le cadre de vos actions, et est-ce qu'il y a un écho favorable qui permettrait de vous apporter de l'aide? Bon, Mon micro est allumé. Mon micro est allumé. Pardon, OK. Oui, Cornélia. Pour le festival, nous, évidemment, on demande des fonds au niveau du public et du privé. Au niveau du public, on n'a jamais de fonds, en tout cas pas pour le moment, et c'est des structures publiques, institutionnelles ou entreprises privées qui nous accompagnent. Mais là, pour cette année, on a eu la présence, voilà, de la vice-présidente du Bénin et de la ministre des Affaires sociales qui était à notre festival. Et après, elles nous ont fait d'excellents retours. On a eu également un retour du président de la République qui a suivi le festival et qui a trouvé que c'était une très bonne initiative. Donc, je pense que pour la prochaine édition, on va essayer de travailler ensemble pour donner encore plus d'écho, parce que nous, on fait avec les moyens qu'on a, on touche le public qu'on peut toucher avec nos moyens. L'État a plus de moyens que nous, donc c'est sûr que si on travaille ensemble, on va atteindre plus de résultats pour le bien des personnes qu'on a assistées. Excellent. Alors, j'ai une dernière question pour toi, Cornélia. En tant que cinéaste, parce que bien souvent, donc tu allies ton côté féministe et ton côté cinéaste, mais bien souvent, les jeunes réalisateurs hommes ne sont pas forcément obligés de faire des œuvres militantes, et puis ils peuvent vaquer à toute leur créativité pour faire des films qui leur plaisent. Mais bien souvent, les jeunes femmes vont avoir pas cette pression, mais ce devoir un peu citoyen de aussi faire des films sur cette thématique-là. Ma question, c'est de savoir, toi, en tant que cinéaste, à quel point tu aimerais
faire des films sans forcément qu'ils aient un caractère militant, ou bien c'est vraiment tellement ancré en toi qu'il y aura toujours, toujours une touche comme ça? Non, 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 c'est pas vraiment la preuve. Moi, j'ai fait trois films. J'ai fait un film qui parle d'un tam-tam qu'on joue, je sais pas où, dans le Bénin. J'ai fait un film sur les albinos. J'ai fait un film sur. C'est vrai que derrière, je sais pas comment je m'arrange pour qu'il y ait un truc, un message d'engagement. Je pense que c'est en moi, mais à la base, quand j'écris un film, vraiment, j'écris au feeling. Je pense pas Ok. au militantisme. J'écris honnêtement d'abord pour me faire plaisir. Et après, si les gens aiment mon film, tant mieux. S'ils n'aiment pas, c'est pas grave. Je vais le regarder moi-même et aimer mon Excellent. film. Aïcha, Mais je pense, Aïchatou, je voulais savoir, pour revenir désolée sur pour la finir, côté je pense des que, pouvoirs publics, euh, désolée. oui, oui, Cornélia. Ah non, je voulais dire pour finir, je pense que les gens doivent se sentir libres d'écrire les films qu'ils ont envie d'écrire. J'ai pas dit d'écrire des films sexistes, j'ai jamais dit ça, mais je pense que les gens ne devraient pas s'enchaîner en disant il faut que j'écrive un film militant coûte que coûte, parce que ça fausse quand même la créativité, ça devient institutionnel et ça, on loupe quand même un truc. Donc je pense qu'il faut toujours mettre la créativité au centre de ce qu'on fait. Excellent, excellent. Alors, pour conclure, Aïchatou, justement, vous, de votre côté, dans le cadre de vos actions, est-ce que vous voyez des transformations, des prises de décision au plus haut niveau des dirigeants pour avoir un meilleur impact? Est-ce que vous constatez ça? Et oui, comme j'ai eu à le préciser, vraiment, les politiques mises en place, comme la création d'un institut national de la femme pour prévenir les violences basées sur le genre, pour l'accompagnement des victimes de violences basées sur le genre. Et maintenant, je pense que la meilleure façon d'avoir en tout cas l'engagement, que ce soit de l'État ou bien du public canadien, c'est de donner des exemples concrets et de l'impact, comment ça a impacté les femmes dans leur vie. Si je prends l'exemple du CICI ici au Bénin, on a un projet vraiment phare qui a été un franc succès au niveau de l'entrepreneuriat féminin et de l'inclusion financière, qui est le projet d'appui à l'entrepreneuriat féminin à travers la filière riz, qui s'est mis Ok. en œuvre dans les départements de la colline. Donc, c'est un projet qui a accompagné les femmes non seulement au niveau de la transformation, de la commercialisation de leurs produits, mais aussi en termes de renforcement qu'on a fait, un renforcement en alphabétisation, en leadership féminin, qui leur a permis d'avoir assez de compétences. Et c'est un projet vraiment qui a été salué par le gouvernement au niveau national. Et ils ont eu même la visite de la vice-présidente qui a été récemment sur le terrain pour observer, en tout cas en compagnie de la représentante de la coopération canadienne, pour observer les résultats sur le terrain, des résultats probants qui sont là et qui sont vraiment très satisfaisants. Et c'est quelque chose qu'on doit dupliquer à l'échelle du territoire béninois. Donc, en tout cas, c'est le souhait aussi du gouvernement parce que c'est un franc succès. Donc, pour conclure, je dirais, en tout cas, moi, mon mot pour les Canadiens, et on sait que l'Afrique, en tout cas, ils subissent un lourd tribut dû au changement climatique. Et les femmes, surtout les femmes en milieu rural, sont les premières victimes. Or que c'est des femmes vraiment qui ont un grand potentiel. Et c'est des femmes qui doivent être vraiment des actrices de changement et conformément à la volonté de la politique internationale féministe de l'AMC, c'est ce qu'elle soutient, parce qu'on sait que c'est des femmes qui ont des potentiels. Donc, c'est de les soutenir. Comment les soutenir en tant que Canadiens? C'est vraiment de s'engager comme moi en tant que volontaire pour apporter son expertise et son expérience aux partenaires locaux qui sont présents sur le terrain, ou bien en mobilisant des fonds à partir du Canada, en étant des ambassadeurs et des ambassadrices de cette cause-là, ou en tant qu'activiste carrément comme Corlonia pour le changement. Donc, parce que, en effet, moi, je me dis que autant que nous sommes, qu'on soit professionnels, qu'on soit individus, qu'on soit vraiment une communauté, on a tous un rôle à jouer dans ce processus de transformation-là pour concrétiser cette vision qui est la vision vraiment pour avoir un monde juste sans pauvreté. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup, Aïchatou Ibrahim. Cornélia, je vais te laisser le dernier mot. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actualité en tant que cinéaste, du festival et comment les gens qui t'écoutent peuvent contribuer à t'aider dans le cadre de l'organisation de ce festival et de tes films?
D'accord, donc mon actualité, là, on commence la préparation de la prochaine édition, c'est pour 2024, mais on s'y prend tôt parce que, tu sais, un festival, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. Effectivement. Donc, comment est-ce qu'on peut nous accompagner? C'est en nous recommandant des films faits par des femmes d'Afrique et en nous accompagnant financièrement. Donc, une personne qui prend un billet d'avion, une personne qui prend une nuitée d'hôtel, franchement, c'est des choses qui nous dépannent vachement. Et après ça, moi, je travaille là sur une série où je suis dans l'équipe technique, donc je ne réalise pas, je suis assistant de code et j'espère que elle ne diffuse, la série ne partage pas, ne véhicule pas de messages sexistes, donc j'espère que ça va être largement diffusé, que les gens vont voir cette série-là. Excellent. Alors, mais comment te retrouver sur Instagram, un site Sur internet? Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. Mon nom, c'est le même, hein, c'est Cornelia Glele partout. Et pour vérifier que c'est bien, moi, j'ai des locks. Donc, s'il y a une qui a de faux cheveux, c'est pas moi. Moi, j'ai des locks. Donc, et Ok, ok, excellent, excellent. Bah, écoutez, ça fait un énorme plaisir de vous avoir aujourd'hui. C'était dans le cadre du Festival de Vue d'Afrique, c'était le dernier échange qu'on avait. On en a eu trois précédemment. On est allé au Bénin, on a parlé d'Haïti, et là aujourd'hui, on a parlé du Sénégal. On a beaucoup parlé de changement climatique et de l'impact justement que ça a dans le quotidien des femmes. Donc là, le festival de Vue d'Afrique touche bientôt à sa fin. Donc le 10, le 10, ce dimanche-là va terminer. Et justement, c'est ce dimanche-là qu'on aura le palmarès du festival et en particulier de la catégorie Agir pour l'égalité. J'espère qu'un jour, on aura le plaisir de recevoir Cornelia au festival pour venir présenter son premier long métrage et que vraiment, ce sera vraiment un grand, grand plaisir. Vous qui êtes au Bénin toutes les deux, je suis persuadé que vous aurez des plaisirs à vous revoir et pourquoi pas collaborer parce que dans le travail de mobilisation, notamment des jeunes femmes que fait Aïchatou, je suis persuadé que le profil de Cornelia peut inspirer beaucoup. Donc, sur la page Facebook de ceci, on va, en dessous de la vidéo, on va vous mettre le lien d'un sondage. On est toujours curieux de savoir ce que vous avez pensé de nos rencontres. Peut-être que vous allez me voir un peu plus tard. Donc, Cornelia, vous avez beaucoup de messages très, très inspirants, très, très inspirantes. Et les gens voudront vraiment être au Festival 2024. Aïchatou, vraiment, tout le travail que vous faites depuis si longtemps, cette persévérance, le fait de continuer, c'est pas facile parce que pour les gens qui vont nous suivre de temps en temps, il y a une petite prise de conscience, vous êtes dedans au quotidien, vous allez face sur le terrain, face aux gens, face justement parfois des personnes qui contribuent à créer ces limites et c'est vraiment formidable de voir le travail que vous faites. Et on est vraiment ravis aujourd'hui, dans le cadre de ces discussions, d'avoir deux générations qui nous permettent de dire rien ne se fait par hasard, tout se transmet et on est vraiment ravis de vous avoir parmi nous. Donc, mon nom est Dédé Bilamba, donc du Festival Vue d'Afrique. Donc, on a eu le plaisir de faire cette dernière échange dans le cadre du Festival Vue d'Afrique avec le Ceci, dans le cadre de la catégorie Agir pour l'égalité. Et on vous invite, pour toute personne, donc, comme Aïchatou l'a dit, qui s'intéresse au volontariat, d'aller faire un tour sur le site de Ceci, donc ceci.ca, pour vous informer. Un site internet, Cornelia, du festival? c'est fifcotonou.com, mais là, c'est en refonte. Donc, le mieux, c'est d'aller sur la page Facebook Fifcotonou. Fifcotonou, OK. On ira tous. Parfait. On vous dit merci. Et puis, je vais laisser mes collègues couper, couper la retransmission. Et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.